Bonjour à tous, bienvenue sur une édition spéciale de Emma. Écoute-moi aussi, l'émission qui vous donne la parole. Aujourd'hui, nous allons parler d'un entrepreneuriat direct, un entrepreneuriat qui met en avant les chefs d'entreprise, les personnes qui se lancent, les acteurs engagés dans cette course à la réussite. Nous n'allons pas faire de grandes théories, nous n'allons pas parler de success story inaccessibles, mais nous allons revenir terre à terre à ce que nous voyons dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les échecs, les difficultés, la réalité de se lancer dans une activité. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Ibrahima Théolam, qui est un entrepreneur, un écrivain et également un auteur de plusieurs ouvrages qui a une vision particulière de ce qu'est l'entrepreneuriat. Pour lui, il le décrit comme étant le fait d'observer, d'agir, de tester et de transformer ce qui existe déjà en une valeur économique. Avec lui, nous allons comprendre comment passer du constat à l'action. Alors, restez avec nous pour une interview riche en informations et surtout en partage. Bonjour, Monsieur Ibrahima Théolam. Bonjour Emma. Un véritable plaisir de vous recevoir sur ce plateau. De même. Alors, dans un premier temps, on va parler de votre vision avec une question simple. Pourquoi avoir fait le choix de partir du réel, c'est-à-dire de marchés, de fermes, d'ateliers, d'activités informelles, plutôt que de mettre en avant des success stories déjà accomplis? C'est à partir du réel qu'on peut construire un entrepreneuriat solide en ayant un succès durable. Je n'ai rien contre les success stories, mais par contre, plusieurs de nos grands entrepreneurs en Afrique qu'on a déclarés des champions ont bâti leur image et leurs activités sur du relationnel. Le pouvoir en place te donne des facilités, un réseau accessible à toi, tu as accès au marché et tu développes tes activités, tu gagnes de la valeur, tu gagnes de l'argent. Mais une fois que ces personnes qui te boostaient ne sont plus aux commandes, ne sont plus dans l'attelage gouvernemental, ne sont plus dans les cercles de décision, l'entreprise s'effrite, l'entreprise s'effondre. Maintenant, pour caricaturer, très souvent on en parle, nous en tant qu'entrepreneurs, et on aime l'expliquer ainsi. Il y a des affairistes et des entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est ce public, par exemple, dont la réflexion est basée sur la passion que j'ai, l'opportunité, l'idée, sur des éléments qui sont factuels. Et à travers ces types d'éléments, je peux construire une entreprise à partir du réel. Maintenant, quand on parle des affairistes, c'est des personnes qui créent des entreprises parce qu'elles sont proches des pouvoirs publics, des ministres, des directeurs généraux et d'autres catégories de cadres du secteur public. Et malheureusement, ces affairistes, leurs entreprises ne durent pas. Maintenant, en conclusion, ce que je veux retenir, lorsqu'on est dans le réel, on observe, on commence, en testant, on apprend, on grandit. Prenez à titre d'exemple un jeune qui constate une femme qui transforme le manioc de façon artisanale. Il peut avoir la réflexion allant dans le sens d'organiser son activité, de lui apporter de la valeur en changeant le packaging, l'emballage, bien évidemment, et en lui apportant d'autres conseils pour permettre à ce que le manioc transformé puisse avoir une dimension, une valeur ajoutée, un produit qu'on peut tout de suite rechercher dans les différents marchés. Donc l'entrepreneuriat doit être du réel, pas un spectacle. Merci beaucoup pour cette vision de l'entrepreneuriat qui est peu commune. Et justement, en parlant de vision, j'aimerais savoir qu'est-ce qui distingue votre approche de l'entrepreneuriat africaine de celle que l'on voit habituellement dans les médias ou les discours institutionnels. Moi, j'ai toujours été contre les professions de foi et les déclarations d'intention. Et nos politiciens sont champions dans cette forme de communication où on fait du verbiage, avec des gros mots, avec de très grands discours, avec un concours de qui maîtrise mieux le français. Et pour moi, l'entrepreneuriat, on est loin des concepts théoriques. Et ce qui peut le prouver dans notre écosystème, ce sont les braves femmes qui se battent au quotidien pour exister à travers des activités informelles. Les artisans également, je les cite régulièrement, ce sont des créateurs d'activités qui sont percutants et qui impactent notre communauté et les jeunes du secteur informel. Ces trois catégories d'acteurs
doivent nous pousser à penser l'entrepreneuriat autrement parce que ces personnes ne font pas de spectacle. Ces personnes n'ont pas accès aux grands médias, ces personnes n'ont pas accès à des grandes conférences pour expliquer comment elles font pour exister et comment elles font pour poursuivre leurs activités entrepreneuriales. Maintenant, l'espace est occupé par des personnes qui se disent entrepreneurs, qui occupent les réseaux sociaux, qui occupent les médias traditionnels. L'espace également est occupé par des cadres du secteur public qui expliquent comment l'entrepreneuriat doit être organisé. Or, quelqu'un qui n'a jamais créé d'entreprise, qui ne sait pas en créer, qui n'a jamais créé d'emploi, qui n'a pas pris d'initiative privée, je vois mal cette personne développer des capacités pour nous donner la solution, nous, en tant qu'entrepreneurs. Je taquine des fois les décideurs en leur disant, comme vous ne savez pas créer des entreprises, vous ne savez pas créer de la richesse, vous ne savez que dépenser, donc dépensez, 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 dépensez. Et pour ma part aujourd'hui, il faut qu'on sorte du modèle où on dit aux jeunes, pour créer une entreprise, il faut un business plan, il faut une idée géniale, il faut révolutionner le monde. L'entrepreneuriat est simple. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat comme étant la clé de la liberté. Mais j'aurais une question, vous en tant qu'expert qui est dans le domaine de l'entrepreneuriat depuis plus de 15 ans aujourd'hui, est-ce que tout le monde peut réellement entreprendre? Alors, oui, tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne pourra pas entreprendre. Parce que c'est une question de choix. Et je me permets d'apporter une précision. Souvent, dans plusieurs documents africains, on essaye de faire comprendre aux lecteurs ou aux acteurs de l'écosystème, vous n'avez pas trouvé du travail, donc entreprenez. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un métier de seconde zone. Quelqu'un qui n'a pas réussi à trouver du travail, comment tu peux réveiller ce quelqu'un-là et que tu lui demandes d'aller entreprendre et de réussir? L'entrepreneuriat est un choix. Tu choisis d'entreprendre. Moi, en 2005, j'avais terminé mon école de commerce. J'avais la possibilité de travailler dans les plus grandes boîtes en France. J'ai été sollicité comme tous mes camarades de promotion. Quand on sort d'une grande école, les entreprises nous recherchent parce que les entreprises veulent des talents frais, capables de faire rayonner leurs activités. J'en faisais partie. Et moi, j'avais dit, comme j'ai du talent, j'ai de l'énergie, je suis passionné par la liberté, et je suis également passionné par le savoir, je crée mon cabinet de conseil. En démarrant avec 2 clients, j'ai réussi quand même à m'installer confortablement avec des services que j'ai toujours vendus avec dynamisme, avec surtout une méthode qui m'appartient, que je crée de toutes pièces. Donc quand les gens me parlent d'une autre façon d'entreprendre ou de l'innovation, souvent je me perds. Les choses sont simples, les choses sont accessibles. Il faut les avoir et les fructifier. Cette image-là de l'entrepreneuriat qui nécessite dès le départ d'avoir un budget, est-ce que concrètement, on peut réussir en partant de zéro? Pour répondre, je commence à dire ceci. En entrepreneuriat, pour démarrer, on se concentre sur ce qu'on a et non ce qu'on n'a pas. Le financement, il est externe, donc on ne l'a pas, on ne peut pas l'intégrer dans les critères de début. Ce qu'on a, c'est le temps, l'énergie, son actif, ses possibilités, ses relations, sa famille, l'environnement immédiat. Donc on doit plutôt se focaliser sur ce qu'on a et débuter avec cela. Et au fur et à mesure qu'on avance, certaines choses peuvent nous aider à mieux faire aboutir notre projet. Mais dès le départ, si on raisonne financement, ça ne peut pas marcher. Maintenant, je peux vous donner 2 éclairages. Ici, en Afrique, je n'ai pas encore vu une institution financière qui donne de l'argent pour un entrepreneur débutant. Donc, si une banque vous promet un financement en début d'activité, c'est possible, mais je ne donnerai pas mon crédit là-dessus parce que je n'ai jamais vu ça en 22 ans d'expérience sur l'entrepreneuriat en Afrique. En général, les banques financent les entreprises qui ont déjà démarré, qui ont un bilan. Ensuite, des entreprises qui peuvent garantir quelque chose pour accéder à l'argent. Et les jeunes n'ont pas ça. Pour poursuivre, est-ce que vous pouvez partager un exemple concret de problème ou une perte qui a été transformée en activité économiquement viable que vous avez accompagnée?
J'en ai plusieurs en Afrique. J'ai du mal à vous donner un exemple. Mais je peux juste dire ceci. Évitons de nous plaindre de nos situations. Au moment où nous nous concentrons sur les problèmes et en parler dans la société, les autres observent nos habitudes, analysent nos besoins, étudient nos comportements et nous proposent des produits et des services. Je vais juste mettre dans une parenthèse ceci. Nous sommes en Afrique et plusieurs de nos produits de consommation viennent de l'étranger. Nos services à haute valeur ajoutée sont proposés par les étrangers. Nous sommes des pays où pour consommer, nous avons besoin d'une main extérieure. Cela veut dire qu'on ne réfléchit pas assez sur nos opportunités, sur nos ressources, sur nos possibilités, sur nos façons de prendre l'entrepreneuriat comme une activité de l'idée au projet avec action. Et finalement, on se retrouve dans une situation en Afrique où, lorsqu'on a besoin de quelque chose, on fait appel à une compétence hors africaine. Et ça, c'est dommage. Et d'autant plus qu'il y a énormément d'acteurs aujourd'hui, au niveau du Sénégal en particulier, puisque nous sommes ici, qui sont compétents et qui peuvent réellement apporter une plus-value dans le développement réel du Sénégal et de l'Afrique en général pour les Africains plus largement. Bien sûr. Et parmi ces acteurs, je préfère toujours commencer par les vrais intellectuels du pays, ceux qui n'ont pas été à l'école et qui sont des champions dans leur domaine. Tu vas voir le domaine de la mécanisation. Prenez tous les pays d'Afrique qui fabriquent les machines agricoles. Qui sont les inventeurs? Des personnes qui n'ont pas été à l'école ou qui ont fréquenté peu l'école. Et au même moment, il y a des ingénieurs qui ont fait les grandes écoles qui n'ont jamais créé de machine. Et pourtant, ces ingénieurs occupent les plateaux de télévision, occupent les réseaux sociaux, occupent toutes les plateformes. Souvent, ce sont ces personnes qui décident, qui nous expliquent ce que nous devons faire. Or, ces personnes n'ont rien créé. Regardez les grands professeurs d'université qu'on décore partout en Afrique. Ils ont créé quoi? Regardez les grands champions qu'on veut valoriser dans notre écosystème en disant que ce sont des grands entrepreneurs. Mais ces hommes, ces femmes, de façon générale, ces populations ont juste bénéficié d'appui de leur réseau pour accéder à des marchés publics. Ces personnes ne peuvent pas être les fiertés de l'Afrique. Pour moi, les fiertés de l'Afrique, ce sont ces mécaniciens qui ont inventé des modèles innovants, qui s'occupent de leur famille à travers leurs revenus précaires. Ce sont les tauliers, ce sont les autres catégories de personnes qui n'attendent rien, qui exécutent, qui essayent, qui se trompent des fois, mais qui corrigent. Maintenant, dans notre environnement, très souvent, on décrit leur modèle. Et pour ma part, on doit plutôt les féliciter, leur apporter notre expertise. Un mécanicien qui s'est déjà installé dans un endroit interdit, on peut le chercher si on veut. Mais on pourrait également lui dire, mon gars, là où tu t'es installé, c'est interdit. Réfléchissons pour voir comment t'accompagner à exploiter ton activité dans un endroit régularisé et qu'on puisse t'apporter l'expertise qu'il faut pour que tu te développes. Parce que le mécanicien a besoin d'être organisé. Il ne le fera pas parce que lui, son principal chemin, c'est comment faire pour gagner de l'argent quotidiennement pour faire face à ses charges quotidiennes. C'est ça son élément. Son élément, c'est pas de s'organiser. Son élément, c'est pas d'avoir des appareils de diagnostic. Il teste et il trouve en général. Il n'a pas un fichier client. Il n'a pas d'outils informatiques. Il n'a rien de tout ça. Et pourtant, réfléchir à lui apporter ce pragmatisme permettra à ce mécanicien d'avoir plus de valeur. Quelles sont selon vous les opportunités les plus courantes que les gens ignorent alors qu'elles sont juste sous leurs yeux? On en a partout en Afrique, même ici, dans vos locaux. Sauf que il y a un discours qui précède souvent beaucoup de personnes qui veulent entreprendre. On leur a déjà dit, l'entrepreneuriat c'est une question de moyens, et c'est faux. L'entrepreneuriat c'est une question d'idées innovantes, c'est faux. L'entrepreneuriat c'est une question de créativité, c'est faux. La majeure partie des personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat
ont tracé un chemin basique. Au fur et à mesure que ces personnes développent leurs activités, il y a eu d'autres choses qui se sont ajoutées dans leur modèle et finalement, ces personnes se retrouvent dans des situations confortables. À chaque occasion, à chaque problème, à chaque contrainte, ces personnes y voient des solutions. Pour répondre, je peux juste dire ceci. Partout, dans tous les lieux, dans toutes les occasions, on peut avoir plusieurs types d'opportunités. Maintenant, je pourrais donner 3 cas. Un étudiant qui fait l'informatique à l'université a la possibilité de rencontrer des acteurs de l'économie informelle qui sont dans le commerce et leur proposer des outils simples pour mettre en place un schéma qui permet à ce que le budget soit équilibré pour éviter éventuellement des pertes d'argent. Ça, c'est un exemple simple qu'un étudiant peut faire à travers les outils qui sont à sa disposition. Un jeune qui a déjà fait la finance et la gestion de projet peut rencontrer des femmes qui sont dans le secteur informel et proposer ces services d'accompagnement. Parce que ces femmes ont besoin de peu de choses pour mieux structurer leur agenda entrepreneurial. Une femme qui aime la mode peut aussi se servir de ses talents pour rencontrer des acteurs de son domaine d'activité en leur proposant des services. Prenez l'exemple des tailleurs du marché HLM, les autres tailleurs de notre environnement. Ces personnes ont besoin de clarté pour mieux exploiter leurs opportunités. Donc, on a beaucoup de choses à faire dans notre écosystème. Il suffit juste d'ouvrir les yeux, d'observer, d'analyser et toujours commencer par l'action. Et tout ce qu'on dit, il y a un élément qui est central. Il faut que ça soit réel. Partir du réel. On revient toujours au contexte. Mais j'aurais une autre question aussi, parce qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui ont ce souhait-là d'entreprendre, qui ont également de très belles idées. Pourquoi est-ce que peu, au final, réussissent à passer à l'action? Qu'est-ce qui les freine? Qu'est-ce qui les bloque? Premièrement, le discours qu'on a l'habitude de servir à ce public. On leur dit pour entreprendre, il faut des financements. Pour entreprendre, il y a des contraintes. Pour entreprendre, c'est compliqué. Et moi, je fais la confidence. Au Sénégal, les gens pensent que j'ai énormément d'activités, ça bouge beaucoup pour moi. C'est le contraire. J'ai beaucoup investi, mais j'ai du mal à exceller ici et dans des domaines où j'excelle dans d'autres pays, tels que le Togo, le Bénin. Bon, je ne veux pas citer pour faire ma publicité, mais je peux t'assurer que ici, c'est beaucoup plus contraignant pour moi. Et pourtant, j'ai essayé, en ouvrant une école, en m'investissant dans l'agriculture, cabinet de conseil, incubateur, avec énormément d'énergie, de temps, de passion, de disponibilité et d'argent. Et je n'ai pas réussi au Sénégal, c'est pas grave. Heureusement, j'avais commencé ailleurs, en France et dans d'autres pays d'Afrique. Je me gère comme je peux. Donc, si quelqu'un vous dit que l'entrepreneuriat, c'est juste que tu as une idée, vas-y, ça marche, non. Et selon les pays que vous avez côtoyés, dans lesquels vous êtes allés, est-ce qu'il y a des pays plus propices à cet accompagnement-là dans l'entrepreneuriat suivant des secteurs particuliers? En général, lorsqu'on parle d'Afrique, nous avons beaucoup de ressemblances. Maintenant, dans certains pays, on a un avantage. Tout le monde n'a pas accès aux médias. Tout le monde n'a pas accès aux critiques. Tout le monde n'a pas accès à la présentation. Ce qui veut dire plusieurs personnes se concentrent sur leurs activités. Et pour moi, c'est un grand avantage. Aujourd'hui également, dans certains pays, si on fait une petite comparaison, on peut se rendre compte que ceux qui réussissent plus, ce sont ces pays où les décideurs sont conscients de comment l'entrepreneuriat peut être le moteur du développement économique. Et ces pays ont investi massivement chez les entrepreneurs en mettant en place un écosystème durable avec un accompagnement précis. Le contraire, c'est les autres pays qui ne font que parler, que du bavardage, que de la discussion inutile, en instaurant un certain nombre de projets financés par des partenaires, mais finalement ça n'aboutit à rien du tout. Il n'y a pas de pragmatisme. Il y a juste des déclarations d'intention, comme je l'avais dit au départ. Il y a juste des concours de discours et il y a juste des échanges
pour montrer qu'on existe, mais en réalité, ça ne marche pas. Parce que concrètement, l'entrepreneur ne trouve pas son chemin. Vous parlez justement d'apprendre à observer autrement. Comment une personne sans formation particulière peut-elle apprendre à détecter le potentiel économique dans son environnement immédiat? Pour cette question, je me réfère à mon idole, à ma référence en matière de vie, parce que j'ai une autre référence en matière spirituelle, Serigne Sam Mbaye. Une petite parenthèse, 2 personnes sont énormément importantes dans ma vie, 2 personnes que je n'ai jamais rencontrées, qui sont mes mentors, si je peux avoir des mentors, si ça peut se dire. Serigne Sam Mbaye, le frère du milliardaire Djily Mbaye, l'érudit, le sachant, la personne qui incarne le savoir-faire pédagogique dans l'islam et dans la vie de façon générale. C'est une sommité. Je ne l'ai jamais rencontré. J'ai cru à sa vision et je suis quelqu'un qui l'écoute régulièrement, même s'il n'est plus là. Et je fais des pèlerinages dans sa tombe également à Louga. L'autre personne, c'est Thomas Sankara. C'est une personne d'une dimension inqualifiable. On ne peut pas cadrer Thomas Sankara. Ses discours m'ont beaucoup servi. Son orientation m'a beaucoup édifié. J'ai beaucoup appris de son approche. Et ces 2 personnes privilégient un sens commun. L'individu et son environnement. Et pour Thomas Sankara, tu n'es pas forcément bon parce que tu as fait de grandes études. Tu n'es pas forcément bon parce que tu parles le gros français. Tu n'es pas forcément bon parce que tu sais aligner des phrases correctes. Tu es bon parce que tu produis quelque chose dans la communauté. Créer de l'eau de Javel pour satisfaire les besoins d'une population. C'est ça la vision de Thomas Sankara. Une très belle vérité aujourd'hui. Si quelqu'un nous regarde ce soir avec une idée ou un problème identifié, quelles sont les toutes premières actions concrètes à poser pour démarrer? Agir, agir, agir. Agir signifie, j'ai déjà identifié une opportunité, je commence avec ce que j'ai. Dans mon quartier, il peut y avoir beaucoup de chantiers en construction. L'immobilier peut être une opportunité pour moi. Je peux observer et vendre des services d'accompagnement aux promoteurs immobiliers. Il y a énormément de choses à faire. Mais tant que l'action n'est pas au premier plan, on risque d'avoir un projet sur lequel on peut débattre pendant plusieurs années et le projet ne verra pas le jour parce qu'il n'y a pas d'action. Ça, c'est un premier point. L'entrepreneuriat, c'est un terme précis. Ici, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de notoriété, on ne parle pas de raison, on parle d'entrepreneuriat. Comment détecter une idée et en faire un projet? En aucun moment, on ne parle pas de financement. Donc, sortez dans votre logique le financement parce que c'est de l'argent qui vient de l'extérieur. Et en entrepreneuriat, on ne peut pas baser son modèle sur ce qui vient de l'extérieur, mais plutôt sur ce qu'on a en interne. Le capital qu'on a, c'est le savoir-faire, c'est le temps, c'est l'énergie, c'est l'engagement, c'est la solidité de sa réflexion. On a beaucoup d'autres choses à faire prévaloir que le financement pour démarrer. Un très bel éclairage. Une dernière question. Vous parliez justement de valeurs. Quels outils ou méthodes simples recommandez-vous pour transformer une activité informelle en un projet entrepreneurial plus structuré et surtout plus durable? Quand j'entends les intellectuels dire qu'il faut formaliser le secteur informel, des fois je me dis, est-ce que ces intellectuels connaissent le secteur informel? Est-ce que ces intellectuels sont au courant de comment notre économie est nourrie? Et c'est vraiment dommage d'être à un niveau conceptuel, de ne pas descendre sur le terrain et de vouloir concrétiser ce qu'on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas, on se doit d'apprendre. Quand on ne connaît pas, on se doit d'écouter. Quand on ne connaît pas, on se doit tirer des enseignements sur le terrain. J'ai entendu plusieurs spécialistes expliquer, oui, si on formalise le secteur informel, ils vont devenir beaucoup plus percutants. Quelle étude prouve ça? Quelle analyse prouve ça? Quel fait nous démontre ce qui est expliqué? Et je pense qu'il est important que je partage ma position avec 2 exemples précis. Un mécanicien qui gagne 12 000 par jour. Il arrive
à faire face à ses charges. Il arrive même à économiser, même si c'est 1000 francs par jour. Ce jeune exploite depuis plusieurs années et malgré la précarité, il a réussi quand même à exister et à être durable, même s'il n'a pas une grande croissance. Ça, c'est un fait. Maintenant, si tu demandes à ce jeune, sur les 12 000 que tu gagnes journalièrement, il faut m'en donner 4 000, là, tu es en train de dire au jeune d'arrêter son activité. On ne peut pas imposer une taxe aux jeunes sous prétexte que nous sommes l'État. Être l'État signifie être dans la douceur, être dans la négociation, être dans la discussion et trouver des problèmes et surtout impliquer les acteurs concernés. On ne doit pas se lever sous prétexte qu'on est autorité en imposant des axes qui ne peuvent pas améliorer le secteur informel. Et je suis totalement contre cette phrase « formalisons l'informel ». Moi, je dis plutôt le contraire. Laissons l'informel se rendre compte de la formalisation avec un accompagnement doux et plus tard, on verra qu'on peut avoir des résultats confortables pour tous. C'est mon idée. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahima Théoulam. Un dernier conseil pour les personnes qui vont nous regarder. Agir. Notre émission, qui est considérée comme un talk show, a été bien réfléchie et nous avons pensé qu'on doit partir du réel en Afrique pour entreprendre. Nous avons beaucoup de phénomènes qui prouvent le justificatif de notre sujet. Des personnes qui n'ont pas été à l'école et qui ont réussi à impacter leur communauté. Nous avons également le contraire. Des personnes qui ont été à l'école, qui nous dirigent et qui ne peuvent pas faire grand-chose dans notre économie. Quand je dis grande chose, je peux dire nous avons de l'eau. Elle est exploitée, cette ressource, par des étrangers pour nous donner l'opportunité de boire de l'eau potable. Nous avons du soleil, cette ressource extrêmement pointue et exploitée par des étrangers pour nous servir. Nous avons cobalt, or, pétrole, tout ce que tu veux, les autres exploitent pour nous. Donc moi, mes oreilles ne peuvent pas entendre des déclarations d'intention ou des discours théoriques. Il y en a marre que les gens nous disent « ça va marcher » avec une théorie qui ne cesse que de progresser. Il y en a marre également qu'on ne se base pas sur le réel et qu'on essaye d'expliquer à la population « ça viendra, ça ne viendra pas », c'est faux. Pour que ça vienne, il faut qu'on observe le début et que ce début promet quelque chose. Je veux que toute personne qui m'écoute sache cela. Il y a plusieurs autorités qui gouvernent, qui décident, qui nous leurrent. Ce que ces autorités nous disent ne correspondent pas à la réalité des faits. Les politiques qui sont initiées sont très éloignées des exigences locales. Les paroles présentées ne correspondent pas à ce que nous devons faire. Je veux vous dire, vous en tant que porteur de projet, en tant qu'initiateur, en tant que personne courageuse, portez l'affaire de l'entrepreneuriat et faites-en un cheval de bataille. Donc, en termes simples, je dirais toujours agir. En tout cas, pour moi, c'est ce qu'il faut pour construire une société où chacun se sentira épanoui de sa contribution intellectuelle. Et quand je parle de contribution intellectuelle, je ne me réfère pas aux grands professeurs, je me réfère au concret. Ceux qui fabriquent des machines, celles qui fabriquent du savon, celles qui fabriquent de l'eau de javel, les jeunes qui créent des applications. Je suis dans le factuel. Un grand merci, Monsieur Ibrahima Théoulam, pour cette intervention, pour cette interview et le temps consacré aussi pour répondre à ces questions. On a pu voir durant cette émission que l'entrepreneuriat est accessible à tous. Encore faut-il le vouloir et se donner les moyens. Et un grand merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une émission spéciale Emma. Écoute-moi aussi. Ciao, ciao.